Bonjour, mon nom est Sylvain Perron de l'Écoquartier Hochelaga. Cette semaine, je vais vous parler d'efficacité énergétique. On va voir à quel point c'est facile et surtout abordable en fait de faire de l'efficacité énergétique à la maison. Au niveau du chauffage, évidemment, ça comprend environ 60 de votre consommation électrique. Donc, c'est surtout à ce niveau-là qu'il va falloir faire des efforts au niveau de l'efficacité énergétique. On peut simplement prendre le temps d'étancher. Au niveau de l'étanchéité de vos fenêtres, ça va être très important en fait d'installer une pellicule plastique, surtout à la préparation de l'hiver, évidemment. On applique une pellicule plastique, on peut aller chercher facilement plusieurs dollars en fait lors d'une facture mensuelle. Aussi, on peut facilement installer des pommeaux de douche. Des pommeaux de douche à faible débit, en fait, parce qu'on pense aussi que 25 de votre consommation électrique est reliée à votre eau chaude. Donc, en diminuant la quantité d'eau chaude que vous prenez pour prendre votre douche, évidemment, là, ça va diminuer drastiquement vos consommations électriques. Aussi, lorsqu'on parle d'eau chaude, ça va être très important là, de toujours laver votre linge à l'eau froide. En fait, le savon est tellement performant dans ces années-ci que laver à l'eau chaude n'a plus vraiment d'impact sur la salubrité de vos vêtements, si on veut. Aussi, lorsqu'on parle d'efficacité énergétique, on peut penser à l'éclairage. En fait, on priorise évidemment toujours l'éclairage qui consomme beaucoup moins d'électricité, comme les ampoules fluo compactes, mais cependant, on peut également aller voir au niveau des ampoules d'ailes. Les ampoules d'ailes sont évidemment beaucoup plus dispendieuses, mais lorsqu'on compare les ampoules, évidemment, une ampoule incandescente va consommer environ pour 100 watts pour avoir un éclairage équivalent. Il va avoir une 23 watts pour la fluo compacte et 7 watts évidemment pour l'ampoule d'aile. Donc, si on veut vraiment économiser de l'énergie, on peut aller voir les ampoules d'aile. Évidemment, il faut penser que l'éclairage comprend seulement 5 de votre consommation électrique. Donc, si vous voulez réellement faire des gains, je vous suggère évidemment votre eau chaude et votre chauffage. Donc, au niveau du chauffage, évidemment, puisque ça comprend 60 de votre consommation électrique, ça va être important en fait d'installer des thermostats électroniques. En fait, le gain qu'on fait avec le thermostat électronique vient surtout de la variation de température. Donc, lorsqu'on a un thermostat normal, soit un thermostat bimétallique, les fluctuations de température consomment énormément d'énergie. On peut simplement penser à une voiture, par exemple, qui, lorsqu'on accélère et on démarre et on accélère et on accélère, va consommer beaucoup plus d'essence comparativement à lorsqu'on roule à une vitesse stable. C'est la même chose au niveau de l'énergie. Évidemment, lorsque votre plainte électrique a subit énormément de fluctuations, évidemment, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Donc, le thermostat électronique va pouvoir tempérer ces variations-là, vous coûtant ainsi moins cher en électricité. Au niveau des rideaux, évidemment, on peut aller chercher d'autres choses aussi. Lorsque l'hiver arrive, évidemment, il est fortement conseillé en fait d'ouvrir beaucoup en fait, laisser entrer le soleil dans votre appartement, dans votre maison. Vous allez gagner énormément en consommation électrique. Évidemment, lorsque la nuit arrive, fermez vos rideaux pour tenter de garder la chaleur le plus possible à l'intérieur. Évidemment, durant l'hiver, ça va être très important de bien ventiler la maison. Comparativement à ce qu'on peut penser, il est important de chaque jour ou à chaque 2 jours, par exemple, d'ouvrir les fenêtres, de bien aérer votre appartement. Ça va diminuer de beaucoup de votre taux d'humidité et de cette manière, dans le fond, vous allez économiser beaucoup plus d'énergie car ça prend beaucoup plus de chaleur chauffer de l'eau que de chauffer de l'air. Donc, ça va être très important. Ventiler votre appartement de 1 à 2 fois par semaine minimum, en fait, pour bien diminuer le taux d'humidité parce qu'on veut le situer entre 30 et 50 %. Si au-delà de ça, ça peut créer certaines moisissures et créer une certaine zone d'inconfort. Et surtout, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter l'écoquartier proche de chez vous. Évidemment, ils vont pouvoir vous écouter et évidemment vous conseiller au niveau de tout ce que vous avez comme demande. Et évidemment, le programme Éconologie d'options consommateurs va également vous aider pour diminuer vos consommations électriques dans votre appartement. Bonjour, je suis Aude Guiraud, globetrotter et professeure en tourisme. Cette semaine, je vous présente les destinations tendances. En ce moment, je parlerai de 3 pays, donc la Chine, la Turquie et la Malaisie. Alors la Chine, pour ses 2 côtés, son côté moderne, qu'on retrouve dans le quartier Pudong, par exemple à Shanghai, ou dans le quartier des affaires de Pékin. Et puis le côté qu'on va voir, le côté impérial, le côté traditionnel, beaucoup plus penché sur la ville de Xi'an, pour les guerriers de terre cuite, ou sur la cité interdite évidemment de Pékin. Ces 2 côtés-là amènent pour l'instant 56 millions de visiteurs par année. Et puis la Chine a vraiment un plan stratégique pour battre la première destination mondiale qui est la France pour l'instant, avec 78 millions, je pense, de visiteurs par année. Ils veulent vraiment accueillir de plus en plus de monde et ça va arriver. La deuxième, je vous parlais de la Turquie. Alors la Turquie,
C'est vraiment un écrin spécial, une porte d'entrée vers le Moyen-Orient en pleine Méditerranée. C'est un monde entre l'Europe et l'Asie. C'est aussi un monde qui souffre beaucoup la nuit. Ça devient une tendance, une destination de fête, surtout Istanbul, on s'entend. Et les croisières sont aussi une tendance et s'arrêtent. Maintenant, ça devient une destination, une escale privilégiée à Istanbul. Alors la troisième, ce serait la Malaisie. La Malaisie, c'est le pays qui est au sud de la Thaïlande, en Asie du Sud-Est, et qui est la Thaïlande, mais en beaucoup plus authentique et en beaucoup moins visité. C'est aussi un pays musulman, donc il y a toute cette tradition-là qui change le regard qu'on peut avoir sur l'Asie. On peut avoir autant des visites de mosquées qu'aller se prélasser sur les plus belles plages du monde, parce que ce coin-là, c'est vraiment des plages de sable blanc magnifiques. La Malaisie investit dans son tourisme. Ils ont des très bons transports en commun, ils ont des très bons hôtels aussi, mais ça reste beaucoup plus authentique que son voisin que l'on connaît depuis une soixantaine d'années. En ce moment, on parle beaucoup de Portland en Oregon, donc aux États-Unis, sur la côte Pacifique. D'ailleurs, on l'appelle la merveille du Pacifique. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même très similaire à Montréal, entre vous et moi, mais c'est une ville qui s'est beaucoup ouverte sur le côté vert de la ville, le côté cyclisme, le côté rénovation aussi de quartiers. Tous les quartiers sont rénovés les uns après les autres et ont un cachet spécifique. Alors les entrepôts qui deviennent des galeries d'artistes ou le centre-ville qui est vraiment très très dynamique. Et aussi, il se place sur la scène de la gastronomie mondiale. Donc, petit voyage vers l'Oregon. Il y a 3 activités en ce moment, 3 types de tourisme qui reviennent souvent. Le premier, ce serait le tourisme culinaire. Le second, ce serait la rencontre avec les locaux. Et le troisième, ce qu'on appelle en anglais le slow travel, ou en français le tourisme lent. Alors, pour commencer avec le tourisme culinaire, les gens sont tannés d'aller dans les villes, visiter d'une manière tout à fait traditionnelle. Ils veulent beaucoup plus quelque chose de thématique et qui a un lien avec le terroir. Et la façon de faire, d'aller visiter les restaurants, d'aller faire des dégustations à droite à gauche, c'est une manière très très tendance en ce moment. Alors la rencontre avec les locaux, on voit très bien la vague de couchsurfing. Entre parenthèses, Montréal est quand même la capitale des couchsurfers. C'est elle qui accueille le plus de couchsurfers, comme on appelle, du monde entier. C'est vraiment un phénomène gratuit déjà, un phénomène qui touche aussi beaucoup les jeunes et les petits budgets, où il y a un échange de services où je t'accueille chez moi, sur mon divan ou dans ma chambre d'amis, puis toi, un jour, tu m'accueilleras aussi dans ton propre pays. Il y a une possibilité aussi de dire j'ai du temps à te proposer, puis je vais te faire visiter mon quartier, ma ville avec mes propres yeux, mon propre regard. Ça, c'est un des signes de la rencontre avec les locaux. Le deuxième signe qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est ce qu'on appelle les visites avec les locaux. Il y a un site internet qui s'appelle Meet a Local ou Like a Local. C'est Like a Local où on s'inscrit sur ce site-là. On va visiter avec quelqu'un de la place. Il n'est pas guide, il n'est pas professionnel, c'est juste un habitant comme vous et moi, lambda, mais qui va dire moi, mon petit resto préféré, là, je vais vous prendre avec moi, puis on va le tester, on va faire des petits brunchs le matin. Donc ça vous permet d'avoir aussi les habitudes et les coutumes, etc., puis d'être en lien direct avec les habitants. Alors c'est un mouvement, le tourisme lent, qui contrebalance la société aujourd'hui, la société pressée dans laquelle on vit, où on prend le temps de vivre. Autant dans les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a un retour vers les bateaux, vers les trains, donc prendre le temps et inclure le déplacement dans son voyage. Prendre le temps de regarder, de rencontrer du monde, de lire, etc. Et sur place, on va rester beaucoup plus longtemps aussi. Et sur place, on va privilégier les locations d'appartements, les locations de maisons ou les sous-locations aussi pour pouvoir avoir un lien direct avec le quartier choisi et vraiment faire comme un local. Alors si on va à Paris par exemple dans le quartier Montmartre, qui est un quartier pour le slow travel pas mal prisé, on va aller acheter ses petits croissants à la boulangerie le matin, aller boire son petit café sur une terrasse, etc., etc. On va vraiment vivre, on va essayer au moins de vivre comme les locaux. Prenez le temps de voyager à votre rythme et ouvrez grand vos 5 sens.
Bonjour, cette semaine, je vous fais un petit bonbon vitaminé pour la collation. On appelle ça aussi des fois des boules d'énergie où vous allez entendre peut-être aussi des zouzous, il y a plusieurs noms. Mais la base, le principe est toujours le même. On essaye de faire une collation qui va être soutenante. Ça prend quelques minutes à faire. Par exemple, ça vous prend un robot culinaire. Donc, vous avez besoin d'un robot. Si vous avez un robot, vous pouvez y aller avec votre imagination. On peut mettre un peu n'importe quoi là-dedans. Le but, c'est qu'il y ait une base de quelque chose de collant. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre des dattes. Mais ça pourrait être aussi, exemple, des canneberges séchées. Ça pourrait être un mélange des deux. On va faire à peu près une tasse de noix pour une demi-tasse de dattes. Donc, je vais mettre à peu près une demi-tasse d'amandes. Ça pourrait être aussi n'importe quelle noix. Là. Je vous dis, vous pouvez vraiment y aller. Le principe est toujours le même, c'est qu'on met des noix puis on met une base collante. Donc, après ça, vous allez mettre peut-être une demi-tasse de noix de Grenoble. Donc, ça, c'est notre base de noix. Ensuite, la base collante, donc des dattes. Ça prend des dattes fraîches. Donc, je vous conseille d'acheter des dattes fraîches comme ça en boîte. Vous allez trouver ça dans presque toutes les épiceries. Sinon, ça peut être des dattes séchées. Les dattes séchées, il faut les réhydrater avant de les mettre dans le robot. Donc, il faut les mettre dans l'eau. Ça peut être toute une nuit, ça peut être juste quelques heures, mais il faut vraiment les réhydrater. Si vous êtes pressé puis vous avez des dattes séchées, il faut mettre de l'eau bouillante absolument. Sinon, ça va prendre trop de temps. Là, avec les dattes fraîches, ça prend 0 temps. Elles sont prêtes à être utilisées. Par contre, il faut s'assurer d'enlever le noyau. Le pépin, noyau. Ça, c'est le robot culinaire, il n'aime pas ça du tout, du tout. Donc, à peu près une demi-tasse de dattes dénoyautées. Donc, on va mettre ça aussi dans le robot. Donc, je mets tout simplement comme ça. J'aime bien les faire à la vanille. J'aime bien faire une base assez neutre. Vous pouvez aussi mettre des épices si vous voulez. Moi, je vais mettre juste un petit peu d'essence de vanille. On va mettre un peu de sel, donc une pincée de sel. Là, je mets de la fleur de sel. J'aime bien aussi le goût du petit peu salé sucré. Fleur de sel, c'est tout. On actionne le robot. Donc, vous laissez marcher le robot culinaire jusqu'à temps que vous... C'est quand on voit que ça colle et que ça commence à vouloir former une boule, on arrête le tout. Ça va vous donner une base comme ça. Il vous reste à les rouler en petites boules, mais ça pourrait être aussi les aplatir dans un moule carré, puis vous pourriez couper des carrés. Moi, j'aime bien le côté pratique des petites boules. Aussi, ce qui arrive, c'est que c'est collant. Juste comme ça, mais ça peut être bien aussi si on la sert immédiatement pour un dessert ou pour une collation. Sinon, ce que j'aime faire quand c'est un souper peut-être un peu plus fancy ou si vous voulez vraiment le manger avec les doigts, c'est que je viens comme l'enrouler dans une petite garniture quelconque. Là, c'est de la noix de coco. Ça donne un autre goût aussi. On pourrait le mettre dans du cacao. Si vous aimez vraiment la cannelle, vous pouvez en mettre à l'intérieur, mais vous pouvez aussi rouler la petite boule dans un peu de cannelle. Ça pourrait être aussi dans des graines de pavot. Ça fait très beau. Oups! Cacao. Ça va nous faire une petite boule comme un truffe, là. Donc, on roule ça là-dedans. Voilà. Donc, ça vous fait plusieurs petites boules que vous pouvez faire avec différentes couleurs. Vous pouvez utiliser cette base pour faire une croûte de tarte. Donc, vous allez prendre cette garniture, vous allez l'étendre dans une assiette à tarte. Ça vous fait une croûte de tarte crue. Et vous pouvez mettre aussi, encore là, la garniture que vous voulez à l'intérieur. Les petits bonbons vitaminés, ça donne ça. C'est parfait pour les lunchs, pour les collations. Ça vous fait une alternative santé au bord tendre du commerce. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été transformé. Ça prend juste des produits bruts. Je vous incite à l'essayer. Vous allez être surpris. C'est délicieux. Gênez-vous pas pour l'assaisonner à votre goût. Je vous souhaite bon appétit, bonne collation.
centre de santé Services sociaux d'Argenteuil, c'est un hôpital, c'est sûr, mais c'est aussi un centre d'hébergement qui accueille les gens qui ne peuvent plus rester à domicile. Les personnes ne peuvent plus rester à la maison parce que ils sont plus capables de réaliser les activités qu'on a à faire à tous les jours, comme se laver, s'habiller, faire les repas, ou encore parce que les gens ont une santé trop fragile, ce serait à risque pour eux de rester à la maison. Ou même, il y a des situations où la personne qui prenait soin des gens à domicile est plus capable de le faire. Donc, à ce moment-là, oui, on peut envisager l'hébergement et le Centre de santé Services sociaux d'Argenteuil offre des places en hébergement. C'est sûr que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça du jour au lendemain. On s'entend que c'est surtout pas une décision qui est facile à prendre. Ça, nous, on le sait et on va essayer de travailler avec les gens pour que ça se passe le mieux possible pour eux. On ne décide pas comme ça d'avoir une place en hébergement. Il y a des démarches à faire et on le sait que c'est déchirant pour les gens. C'est déchirant parce que, et de un, ils sont déjà en perte d'autonomie. En plus, ils vont vivre la perte d'une maison qu'ils ont habité 20, 30, 40 ans souvent. Ils vont perdre aussi la vie avec un conjoint parce que si notre conjoint il n'est pas en perte d'autonomie comme nous, il ne pourra pas venir vivre dans le centre d'hébergement. Puis on va perdre aussi toutes les petites habitudes de vie qu'on a prises au cours des années. Fait que c'est pour ça qu'on dit, puis on le sait, on le reconnaît, c'est difficile de décider d'aller en hébergement. Et c'est pour ça qu'au centre de santé, avec le soutien à domicile, on va faire tout ce qu'on peut, mettre en branle tous les services possibles pour éviter d'arriver là. Pour avoir une place en milieu de vie au centre de santé Services sociaux d'Argenteuil, ça ne se passe pas tout à fait comme on ferait pour réserver une chambre au Holiday Inn. Hein? On s'entend que si les milieux de vie, c'était comme les Holiday Inn, on aurait une pancarte en avant de la porte en permanence qui dirait « complet, no vacancy », parce que nos 131 places ici sont toujours occupées. Donc, il faut s'attendre qu'il va y avoir un délai avant d'avoir sa place. Et en plus, un peu comme quand on veut avoir un appartement, il faut faire application. Donc, il y a des documents à compléter, il y a des questions à répondre. On va faire ça avec un travailleur social qui va nous aider à bien identifier les besoins des gens et on va choisir un milieu adéquat pour les personnes. Comme je disais, il va y avoir une attente. Des fois, c'est plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. En attendant, on va essayer de mettre en place tous les services qui vont être nécessaires pour permettre à la personne de rester chez elle. Mais ça se peut qu'on soit obligé d'envisager d'utiliser une résidence privée pour permettre à la personne d'attendre sa place, ou même ça se peut que la personne soit obligée de venir à l'hôpital attendre sa place en hébergement. Une fois que toutes les démarches ont été complétées, un bon matin, il y a un téléphone qui sonne, puis c'est nous qui dit on a une place pour vous à l'hébergement. Et à partir de ce moment-là, tout va trop vite. On a beau avoir eu des mois pour se préparer, des fois, tout est très rapide, tout va vite, on a 24 à 48 heures et là, on s'en vient en hébergement. Et tout ça, c'est difficile pour la personne, c'est difficile pour la famille. C'est une étape de vie qui est déchirante parfois. Et ça, nous, on le sait. Fait qu'on va se préparer et on va essayer de mettre les choses le plus beau possible pour accueillir les gens. La plus grande question et la plus grande inquiétude, je dirais, des familles et des gens, c'est de savoir comment ça se passe vraiment en milieu de vie, hein, parce qu'on entend tellement toutes sortes de choses. Et on a bien conscience de ça, nous qui travaillons dans le milieu. Donc, ce qu'on fait, c'est, dès le départ, quand on commence à réfléchir, puis même à entreprendre la démarche pour avoir sa place en hébergement, on va donner de l'information aux gens. Les gens vont recevoir une pochette d'accueil. Dans ça, il y a toute l'information qu'on peut avoir besoin pour bien se préparer. La veille de l'admission, on va appeler les proches et la famille et on va leur offrir de venir décorer la chambre. Venir mettre des cadres, des photos, un couvre-pied, la chaise préférée de la personne. Parce que la journée de l'admission, quand on a un peu le cœur gros, ça fait du bien d'arriver dans une chambre où on reconnaît des choses qui nous appartiennent. Tout ça, ça se passe en 24-48 heures. Nous, pendant ce temps-là, on se prépare. On va poser des questions. On va essayer de mieux connaître la personne, ses besoins. Et on va même nommer parmi tous les intervenants un parrain qui va être la personne privilégiée qui va accueillir la famille et le résident le matin de l'accueil. Et c'est cette personne-là même qui va très rapidement approcher le résident et sa famille pour compléter un petit album. On a fait un album qu'on appelle « Histoire de vie », qui va nous permettre d'aller chercher un petit peu l'histoire de la personne, voir ses préférences, pour que ce soit plus facile pour nous après de
d'entretenir une relation avec eux. On ne dira jamais assez, la place de la famille dans le milieu de vie est très importante et on veut que les gens se sentent bien et se sentent chez soi. Si on me demandait de mettre une image un peu, c'est quoi aller vivre en hébergement, moi je dirais que c'est un peu comme devenir pensionnaire. Hein? Les gens d'un certain âge vont comprendre ça, là, quand on rentrait pensionnaire. Là, c'est sûr qu'on ne vient pas habiter ici un 3,5, un 4,5. C'est une chambre qu'on va parfois même partager avec un autre résident. Et on va partager des espaces communs, une petite salle à dîner, un salon, des salles d'activité, des fois avec 5, 10, 15, 20 personnes. Donc, c'est de la grosse vie communautaire. Et autour de tout ça, bien, on a une belle équipe qui travaille en hébergement, des gens de cœur qui veulent prendre soin des gens qui arrivent ici. C'est des préposés aux bénéficiaires qui vont aider là, dans la réalisation de toutes les activités de la vie quotidienne, se laver, s'habiller, manger. Des infirmières auxiliaires qui vont s'occuper un petit peu plus de la médication, des traitements. Il y aura toujours une infirmière qui sera là pour s'assurer que tout se passe bien et si la situation de santé se détériore, qui sera là pour intervenir. On a une belle brochette d'activités. Pour tous les goûts, je vous dirais, les bingos, la zoothérapie, les fêtes du mois, du chanton, on va célébrer Noël, la cabane à sucre, Pâques, la fête des mères, la fête des pères. L'été, on fait des barbecues, des feux de camp, on va même sortir à l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est que nos milieux soient vivants. Et on veut qu'ils soient vivants avec les gens qui y habitent, mais avec les familles aussi. Alors, on invite les familles à venir rendre visite, à venir partager des repas avec leurs parents, à venir faire une petite fête familiale. On a des espaces pour ça. À venir écouter une bonne partie de hockey le soir ou même venir faire une petite recette de soupe ou de ketchup là, avec votre mère. C'est important pour nous que vous soyez là et nous, on veut vous accompagner dans ça. On aura beau être le meilleur intervenant du monde, avoir les plus belles compétences du monde, on ne remplacera jamais la famille. Puis ça, c'est important que les gens le comprennent. Et c'est important qu'on sache que le milieu de vie en hébergement, c'est une histoire de résidents, mais c'est une histoire de famille. Fait qu'on a besoin, tout le monde, pour que ça se passe bien.